Il y a des tas de... Ah, dis donc, le vin était de bonne qualité. Pardon? Le vin était de bonne qualité. Il y avait, à la place du garage Bellemin, là, il y avait... Le garage Bellemin a été construit vers 1950, je crois. Ouais. Il y avait les sources qui sortaient, qui suintaient du talus, c'était des photos, là. Puis il y avait une serre, une mare. Et les dames rinçaient leur linge, faisaient leur... Alors la route passait avant la serre, quoi, c'était la route. Elle faisait peut-être 3 mètres de large en 1910, je ne sais rien. Et il y avait un attelage, je crois que c'était un bonhomme de Saint-Duel, enfin, qui passait avec ses bœufs et son attelage. Et il y avait une lavandière bonne dame qui rinçait son linge, qui était penchée dessus. Le bonhomme a eu une pulsion, il n'a pas pu s'empêcher de mettre une main au rondeur dans la lampe. Scandale, tous les gens du quartier rigolaient de photos là. Il y a des histoires comme ça, il m'a jamais eu. Il y avait un évêque en 1905 qui s'appelait Monseigneur Morin, l'évêque de de Grenoble. Il passait tous les 4 ans, je crois, en journée de confirmation. Il y a une cérémonie à l'église ce jour-là. C'était un original, il s'aérait toujours un peu, cet évêque, quand il descendait de calèche. Alors il avait, à Boisson, ça s'est raconté jusqu'à maintenant, il avait pris la route de Miribel, il était monté en haut, à pied, en médité, ou lire son bréviaire, ou j'en sais rien. Et oui, il y avait là-haut une bonne dame qui était à moitié infirme, qui était allongée sur sa chaise longue. L'évêque l'a salué, elle a dit oh, toute la famille est allée voir l'évêque. Il est là. Alors cet album, c'était un peu même cool. L'évêque a fait arrêter sa calèche sur le pont du Guiers, là-bas, dans le château, là-bas. Un peu avant. À la forêt, il y a le bois là. Oui, à la sortie de Saint-Albin. Saint-Albin, oui. Je me suis caché, gendarme. Bon. Voilà, par exemple. Il y a le petit bois, il y a la calèche là. Le plan, c'est ça, le plan. Pardon ? Le plan, ça s'appelle. C'est le plan, la boucle du Guiers, 50 mètres de la haute. Alors il y avait un paquet de dames qui venaient de la ferme Bury, enfin c'était la ferme Couturier, les ancêtres de Madame Couturier. Il y avait probablement des gens de la villa qui est là-bas, chez Couturier, il y avait peut-être des bonnes ou des valets ou des... Elle sortait là-bas du chemin qui mène à la ferme Bury. Il y a un chemin en face qui est un sentier, je ne sais pas s'il existe toujours, qui aboutit à l'école. Oui. Alors elles montaient tout doucement ce sentier. Et l'évêque arrivait, il a pris ce sentier derrière elles. Et elles ont pris leur jambe à leur cou. Elles sont arrivées au bord de la file d'asphyxie au sommet de la côte. Les gens qui étaient là-haut, qui attendaient déjà l'évêque, ils ont dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» J'ai dit « Oh, n'en parlez pas, on a l'évêque pas le cul. » C'est légendaire, ça t'a vu. Pas de toi, bien sûr. Bon, il y a des anecdotes, c'est que ça me revienne. J'ai entendu ça pendant... Et le patois, il s'arrêtait, enfin, moi, je pense qu'il y avait toutes sortes de patois. Oui, ça tarissait souvent suivant les communes. Oui, si vous voulez, le patois de Saint-Albin par rapport, je dirais, Saint-Véron, qui est pas loin. Et les gens se comprenaient ou... Ah oui. Oui, quand même. J'ai remarqué que M. Morin parle encore beaucoup en patois. Ah ben, mon père parlait patois couramment, et mon grand-père parlait la plupart du temps patois. Mais bon, c'est comme tout, ça se perd. Oui, mais enfin,
Si, on se comprenait quand même, ça se comprenait quand même. Il y avait une institutrice à Saint-Beuve qui était originaire de la chapelle de Merlan, il y a 60 ans de ça. Mademoiselle Pivot, elle connaissait le patois à fort, puisque toute son enfance, ses parents parlaient patois. Elle a fini sa carrière à Saint-Beuve. Elle a fait les grammaires et vocabulaire patois. Ça existe toujours d'ailleurs. Mais à l'école, on parlait en patois ou on parlait en français? En français, c'était uniquement. Pas loin qui était interdit, alors, d'accord. Mais il y avait des trucs pittoresques. Par exemple, le coup en patois, c'est le coiffon. Oui. Alors, l'instituteur insistait sur l'hygiène. Alors, le gamin a fait sa rédaction, il a dit je me lave tous les matins, je me lave les oreilles, je me lave les nez, je me lave, et puis je me lave le cochon. Du coup, il y avait un. C'est des trucs qui sont antiques, ça. Il y avait un gamin l'instituteur qui demande à un gamin sais-tu ce que c'est qu'une taupe? Alors le gamin lui répond pas toi, moi mon cul, et ton garbon, et la bête que. Enfin, bien à mon part quand tu saignes. Une taupe, un garbon, c'est une taupe en patois, en garbon. C'est une bête qui fait jurer mon père quand il fauche. Ah oui, oui, bien, d'accord. Alors ma grand-mère restait seule avec ma mère qui avait 12 ans pendant la guerre de 14. Mon grand-père avait 41 ans à la guerre de 14. Mais qu'il n'y avait qu'un enfant, il a été mobilisé civil pour Chartier à Paris. Ils ont commencé par faire les moissons en 1814 dans la Brie. Oui. Il a laissé ses moissons pour faire ça dans la Brie. Et après, il a été employé à Paris pour conduire un attelage de 3 chevaux à travers Paris. Alors, ma grand-mère était seule, il y avait en 1900, au milieu de la guerre, ils ont proposé dans les mairies qu'on pouvait avoir un convalescent ou un blessé convalescent, il ne fallait pas être blessé, trop blessé, que le gars soit trop blessé. Un convalescent pour s'aider. Alors, je ne sais pas qui a dit à ma grand-mère. Vous pouvez en demander un, il vous aidera toujours un peu. S'il est rompu au travaux de la ferme, il pourra vous aider malgré tout. S'il n'est pas très costaud. Donc, ma grand-mère, un soir, a demandé des cigarettes, elle allait chercher un soir avec sa carriole à la gare du Port, quoi. Mais à l'époque, ce qu'il y avait de malheureux, c'était des gens de banlieue, certainement, qui étaient un peu fanfarons. Ils disaient, on va aller à la campagne, on va bien bouffer dans les fermes, on va bien bouffer. Ils n'avaient jamais vu une vache de près. Alors ma grand-mère lui demande, est-ce que vous savez traire? Oui, il n'a pas pu présenter une goutte de lait. Le lendemain matin, vous savez faucher? Oui, bien sûr, je faucher. Elle lui a donné un prêt qui était très difficile à faucher, par rapport du côté du Melun, un prêt en côte en plus. Elle va lui porter le casse-croûte vers 10 heures. Oh, il avait fait peut-être 3-4 mètres dedans. Il n'avait jamais vu une faux, il n'avait jamais vu une faux. Ma grand-mère elle était furieuse, elle a dit bon, je vous l'emmène ce soir à la gare. Elle était furieuse. Elle a perdu 2 heures, 1 heure pour l'emmener. Je vais aller chercher 1 heure pour l'emmener. On ne choisit pas son personnel, hein? Il y avait un entrepreneur aussi de maçonnerie, un bricoleur à Saint-Albin dans les années 1900, vous savez. Et il n'est pas réputé pour la qualité de son travail. Un monsieur, il était toujours désargenté, encore en plus. Il avait toujours...
un monsieur avait commandé un four pour faire cuire le pain, quoi. C'était une baraque, etc. Quoi. Alors, il a construit un baraque, il avait des compagnons, bien sûr, qui étaient peut-être pas plus habiles que lui. Il a mis le toit, etc. C'est la maçonnerie encore fraîche. Il avait mis des étais tout autour pour éviter que machin s'effondre. Ça tombe dans la nuit. Alors il est allé chercher, pendant que ses ouvriers faisaient la finition, il est allé chercher les sous payés comptant. Alors on s'entendait, il dit à ses aides, enlevez tout, je tiens les sous. Il y a des blagues comme ça, enfin. Il y avait la ferme Pichet, vous avez peut-être entendu parler, il était là-bas, isolé à gauche, avant le pont du Gué, là-bas, après la Buquinière. Ah, bah celle que j'ai connue, ouais, j'ai toujours connue avec personne. Mais il n'y a jamais vu personne. J'ai vu personne. Alors, il y avait une famille Pichet, il y avait le père, il y avait une ou deux filles, je crois, et puis un fils qui a déménagé là-bas, qui habitait puis là au sommet, de l'autre côté de la route. Là. Vers les années 30, il avait tout le terrain qui était à côté de la scierie, où la scierie lui avait racheté, il avait mis des hangars à bois, là, il y en a encore des hangars, la plupart ont tombé. Il avait tout jusque là-haut, la route, tout le triangle, etc. Alors il venait de travailler, je ne sais pas s'il venait de piocher ses pommes de terre, etc. Il était comme moi, mal fringué, avec sa musette avec le litre qui sortait de sa musette. Il s'en allait à midi, les gendarmes le cueillent à la Buquinière. Alors lui, je vois papier, il a fait idiot, il n'était pas ça, il a fait idiot. Gros papier, pas de papier. Vous les habitez, il était évasif. Alors il a dit, bah, suivez-nous, on vous emmène chez le maire pour voir tirer ça au clair. Alors le maire, c'était M. Croban, il a salué, il a dit, qu'est-ce qui vous arrive, Pichet? Il a m'explique, il n'a ni papier, ni souci, ni argent sur lui. Alors, il a dit, oh, ben, c'est mon voisin, il habite à 200 mètres, c'est mon conseiller municipal. Alors, il y a des anecdotes par centaines que j'oublie. On a des cheminots, on a toujours frappé ces jeunes qui erraient. Il y a énormément quand même. Oui, énormément. Alors, les cheminots, leur métier, c'était, comment on appelle ça, travailleurs, ils travaillaient à la tâche, ils travaillaient... Je travaillais pas, la plupart étaient infirmes ou vieux. C'était des journaliers, non? Non, c'est pas du tout ça. Non, pas du tout ça. Non, c'est pas des primards. Enfin, il y avait des... Cheminots, ça veut dire quoi exactement? Il y avait tous les... Un certain nombre d'ouvriers spécialisés ont fait leur tour de France. Ils appelaient ça être sur le trimard. Et ils avaient des périodes très très dures. Ils disaient il n'y avait rien de... Il y en a qui, de guerre là, ça allait à la caserne la plus proche s'engager dans l'armée. Ils ne trouvaient pas de travail. Ils ne trouvaient pas de travail du tout, ouais. Mais c'était des gens plus d'un certain âge? Mais non, mais ce n'était pas du tout ça. C'était plus d'un certain âge ou quoi? Ou des Je crois que c'était des gens déjà d'un certain âge. Ou alors infirmes, plus ou moins infirmes. Ou plus ou moins, où on ne pouvait pas leur confier des tâches à monsieur tout le monde. Quoi. Alors il y avait des clochards. Enfin, certainement, il n'y avait peut-être pas en tant que sous le pont des Armes. Enfin, oui. C'était des gens il y avait quelques personnes, quelques bons hommes qui avaient vu toute leur famille disparaître par la tuberculose. C'était pas tellement rare. Ils avaient leurs femmes et leurs enfants, ils mouraient de tuberculose. Ils restaient tout seuls, pourquoi? J'en sais rien. Ils étaient un peu paumés, ils étaient un peu... Ça s'arrivait... Il y avait des gens à 20 ans, étaient tombés d'un toit, un charpentier était tombé d'un toit, était resté diminué, boiteux, l'épaule abîmée, etc. Des zingueurs également. Il y avait des gens qui étaient tout simplement tombés d'un arbre, à 20 ans, ils étaient tombés d'un arbre en ramassant des pommes.
ils se consolaient peut-être un peu en buvant, j'en sais rien. Ceux qui pouvaient travailler allaient donner des coups de main aux fermes, ceux qui n'étaient pas trop abîmés allaient enfiler le tabac, etc. Et quand il y avait, ils mangeaient à la ferme, etc. Et quand ils avaient rien à manger, il y avait les bonnes sœurs. Vous avez peut-être lu par Alain Cole la biographie de sœur Catherine Labouré. C'était une voyante qui était bonne sœur à Paris. La commune lui avait donné un prix de vertu, avait mis un peu d'honneur à lui donner de la farine, alors tout le monde crevait de faim. Bref, c'était la seule femme que la commune récompensait. Il y en avait, je crois, dans toutes les communes, hein, des bonnes sœurs comme ça, qui allaient au-devant des... Il y avait également des saints d'esprit, des malades mentaux, hein, ça existait déjà. Il y avait parmi les bonnes sœurs, il y avait à Saint-Albin, il y avait à Saint-Biron, qui recueillaient ces gens-là. C'était une forme de... Il y avait l'hospice aussi de Saint-Albin. Oui, il y avait les vieux, bien sûr. Mais l'hospice, en réalité, c'était pas un hôpital, non, c'était pas une maison de retraite, c'était plus un hôpital, c'est ça, non? À Saint-Albin? Oui, à Saint-Albin. Ils donnaient à manger aussi aux gens qui avaient rien à manger. Parce que j'ai vu des vieux remèdes prescrits par l'hospice. Il fallait vraiment être en bonne santé pour les assumer, les remèdes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on a ingurgité ce qu'ils avaient prévu, je ne sais pas si le gars il arrivait à s'en remettre, très franchement. Ouais, il était costaud. Mais il y avait des officiers de santé, c'était des gens qui étaient médecins militaires dans l'armée, qui avaient des diplômes ou pas, qui à la retraite étaient financés par l'État pour passer chez les vieux sans ressources. Il n'y avait pas de retraite. Hein, non, il n'y avait pas de retraite. Non. Et qui passaient tous les 8 jours, tous les 15 jours, etc., qui étaient connus dans toute et qui portaient quelques médicaments, je m'en demande lesquels, je peux dire, aux indigents. Oui, ce terme indigent que j'ai bien connu, là, oui. C'était ces officiers de santé. C'était très populaire, d'ailleurs. Il y avait un charron aussi à Saint-Albin, avant Mignot, il y avait Mignot là-dessus. Il y avait un charron dans les années 1900, il s'appelait Ayoub Perrault, qui était un très fin ouvrier, mais qui n'aimait pas tellement le travail. Il fignolait trop, il était toujours désargenté. Mais enfin, mon grand-père avait une très grande estime parce qu'il était un fignoleur, il faisait vraiment des tombereaux, des charabandes, des merveilles. J'ai à peu près toute l'historique, surtout du tramway. Mais il y a des déraillements que je n'ai pas vu. Déraillement? Du tramway, là. Non, je n'ai pas entendu parler. Il y a eu plusieurs expositions de photos à Saint-Jouard. Et il y a eu un déroulement à Champais dans la descente. À Champais? Oui. Il n'y avait pas dû avoir de mort, mais je crois qu'ils ont cessé. Bah, cette vitesse-là. Oui, puis il paraît que c'était un mauvais dire les mécaniciens qui rentraient là, des alcooliques par la force des choses, parce qu'ils déposaient des colis, ils s'arrêtaient à tous les alcooliques. Mais il y avait des raillements à Champais. J'avais vu, je l'ai su par les photos, là, il y a très nombreuses photos, c'était en 1927, je crois. C'est des raillements. Ils ont cessé de charrier des passagers, des voyageurs. Après, il a continué pendant 5 ans pour les colis. Alors là, c'est pas ça, c'est Saint-Bel, c'est pas ça. Si, c'est pas Saint-Albin aussi, puisque il y avait les wagons, ça servait surtout pour les usines de soierie, les tramways. Et il y avait les wagons garés au sommet de la montée de la roche, là, sur la place. Il y avait 2 wagons, il y a des policiers, c'était trop tentant, qui ont desserré le frein, qui ont poussé au sommet de la descente. Où il descendait jusqu'en face de Cyril Bellemont, sans dérailler.
Autrement, vous ne connaissez pas quelqu'un qui aurait des documents ou enfin, ce qui se rappelle, non, parce que c'est trop vieux, éventuellement. On m'a dit que ça s'est arrêté en 1933, d'après ce qu'on m'a dit, sur la soirée l'usine Vitose. J'ai connu des gens, oui, il y avait deux frères à l'origine, je crois, qui, début du siècle, du siècle passé, quand l'un d'eux est mort, ils ont rendu l'usine, quoi, parce qu'il y avait des enfants qui voulaient moderniser, voulaient faire des gros emprunts en 1920, les parents n'ont pas voulu, il y a eu des accords entre les neveux, les cousins. Ils ont vendu, alors là ils ont fait de la soirée de luxe, des carrés de soie pour les maisons parisiennes. Tout ce que je sais de... C'était pittoresque, j'ai connu des gens qui au début du siècle, il y avait un barrage d'en bas chez Charvet. Oui. Et il y avait une roue à aube qui était monumentale, parce qu'elle avait, je pense, 1 mètre d'eau. C'était vraiment un monument. Et la force motrice se transmettait d'une façon par une... il y avait solidaire de la roue à aube un tronc d'arbre, en somme, un tour. Oui. Et il y en avait un autre au sommet vers l'usine. Qui devait entrer les poulies. C'était relié par une corde de chanvre, par une grosse corde de chanvre qui faisait un certain nombre de tors à chaque tronc d'arbre, si on peut dire. Mais il disait que Carlénan était à sec l'été, ou bien l'hiver, il y avait la roue à aube s'arrêtait. Elle était en bois, naturellement, c'était l'ingénierie de 1850. La roue s'arrêtait, le sommet séchait, l'été surtout, le pied trempait dans l'eau. Alors, quand l'eau revenait, ça faisait du balourd, ça tournait plus rond, c'était beaucoup plus lourd. Oui. Alors il y avait une équipe de gaillards costauds qui avaient des échelles, une échelle et des lingots de fonte, équilibraient la roue jusqu'à 5 mètres de haut, équilibraient la roue. Il y a des gars de Boisson qui connaissent gaillards, comme les garagistes, qui me racontaient ça. Comme les garagistes font pour nos pneus de voiture. Pour les pneus de voiture, pour l'équilibrage. Ah oui, oui. Ils mettent un petit bout de plomb dedans. Là, il y avait des masses de fond qui voilà. Il fallait toute une équipe. Alors, ils avaient mis la machine à vapeur, qu'il y a encore la cheminée. C'est le moteur à un temps, je crois. Ça s'appelle le moteur pauvre. Ils appellent ça les moteurs pauvres. Je sais pas. Vous croyez qu'il y a une cheminée pour le moteur pauvre? C'était pas une machine à vapeur? Oui, le moteur pauvre, c'était ah non, mais vous parlez de l'usine. Anthracite. Vous parlez de l'usine, là, non? Non. Vous parliez de quoi? De l'usine ou du train? Du tram? Non, de l'usine. Ah, de l'usine, oui. Parce que moi, comme j'habite, vous savez où j'habite, à la Branchard, en haut, c'était anciennement Flandrin, c'était chez Flandrin à l'époque, c'était la maison de Pierre Auvagnon, vous avez dû entendre parler, connaître, hein, je pense. Bon, je sais que j'ai des photos encore d'époque où on voit que c'était... il y avait un atelier là. Il y avait un atelier qui fabriquait des manches en bois, des échelles, des trucs comme ça. Et ils ont commencé par une roue à eau, comme vous dites là, puisqu'ils avaient récupéré de l'eau de source dans des bassins, quoi. Et ça leur permettait de fonctionner toute la journée. Et ils se sont peut-être aperçus au bout d'un moment qu'il y a peut-être soit moins d'eau, ou soit suivant les saisons, comme vous venez de me le raconter, peut-être qu'il y avait des difficultés pour travailler autant d'heures. Donc ils avaient remplacé par un moteur pauvre, que vous appelez ça un moteur pauvre. Il y avait un gazogène à la table, mais bon, il y a le moteur, il n'y est plus. Mais bon. Il y avait un gazogène anthracite. Il chauffait l'anthracite, enfin, en brûlant. J'ai demandé au maire, il n'y a jamais eu de feu d'artifice à Saint-Albin, il me dit non. Mais enfin, il devait y avoir beaucoup de café, c'est vrai, hein, parce que moi, on a énuméré le nombre de cafés, j'étais impressionné. Parce qu'en fin de compte, chacun pouvait faire son propre café, quoi. Il y en a qui avaient des dames accueillantes. Voilà aussi. Ce qui permettait d'avoir plus de...
Mais il ne fallait pas visiter tous les cafés dans la matinée, parce que je crois que le gars n'aurait pas être beau. Hein, voilà. Mais au marché au pont, il y avait des... C'était franchement malhonnête, c'était pas roulard. Il y avait... C'est arrivé qu'il y avait des gens qui présentaient au marché une blotte de beurre et ils mettaient du fromage blanc au milieu. Il y avait une pellicule de beurre sur la blotte de beurre pour que ça fasse du poids. Et puis pour le fromage blanc était moins cher que le beurre. C'était plus que roulard, ça c'était pas. Oui. Ils se sont rapidement fait pingler. Ouais, je pense. C'est arrivé. Là, c'est vrai. Oui, on raconte l'histoire de la légende de la minoterie de Pont-Savoie. C'était un petit moulin sur la Sulier, etc., comme il y en avait tard sur le guet. Le tsar et sa famille sont venus, lorsqu'ils ont pris le pouvoir en 1896, le président tsar avait été assassiné, le papa avait été assassiné. Et il y a eu de grands accords entre la France et le tsar de l'époque. C'était la réconciliation d'ailleurs après la guerre de Crimée, après comme les Allemands à fond, enfin vu les Français. La réconciliation, et il y a beaucoup de Chalon, ils avaient fait défiler, je crois, le quart de l'armée française, c'est-à-dire 120 000 villages, 50 000 chevaux, je crois, 50 000 cavaliers. Pendant une semaine, il y avait eu un défilé en 1896, je crois. Ça peut se retrouver dans la petite histoire. Et il y a eu beaucoup d'accords. Naturellement, ils avaient vendu des métiers à tisser fabriqués à Bourgoin. La France avait acheté du blé d'Ukraine, du blé Crimée plutôt. Du blé de Crimée, sans trop savoir ce que c'était. Enfin, les spécialistes savaient ce que c'était. Et ce blé de Crimée est venu à Marseille, est arrivé à Marseille. Il n'avait pas très bonne apparence. C'était du blé dur, du blé à semoule. Et c'est tombé au moment où c'est les petits meuniers qui ont acheté ça, parce que les gros meuniers n'en voulaient pas. Et ils ont fait fortune très rapidement avec ça. C'est arrivé à Pont-Beauvoisin, il a acheté ce blé. Quand il a épuisé son stock de blé, il a pris le train à Marseille, il s'est assuré les banquiers derrière lui, puis il a vu le capitaine qui avait amené un petit cargo. Il a dit, vous avez vite en Crimée, cherchez encore une cargaison de blé. Voilà un accord. Ça l'a lancé, c'est comme ça qu'a construit la minoterie. Et il y a eu des retombées parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens d'immigration, ils ont des ateliers de pâtes partout par là travers. Et il y a eu des biscuiteries. Par là, le Dauphiné a été envahi, puis la vallée du Rhône a été envahie de biscuiteries. Quelques-unes sont restées, il y a eu les Bruns à Grenoble, il y a eu vers 1895, quoi. Et c'est ainsi qu'est née la minoterie de Pont-Savoie. Après, voilà, ça il faudrait vérifier. Je sais que quand je suis arrivé ici, donc c'était en 86, donc c'est pas vieux quand même, ça fait quelques années maintenant. Côté de Pont-Savoie, je voyais une usine désaffectée, à Pont-Savoie de l'autre côté là. Du côté où il y a Lidl, tout ça, tous ces coins-là. Enfin, oui. Mais je ne sais plus comment elle s'appelait cette usine, elle portait un nom. Je sais qu'il y avait une petite chapelle, je me rappelle de la petite chapelle. C'était la Salpa France. C'était l'usine de soierie à l'époque, qui a fermé en 1930, dans la crise de 1930. C'était racheté par la Salpa française, qui fabriquait du simili-cuir. Après, ça a été racheté par Woodmine, qui fabriquait des semelles de crêpes, de chaussures, des crêpes.
Moi, je me rappelle, c'est la chapelle. Voilà. La chapelle. Parce qu'elle est restée, parce qu'il y a eu, ça dépendait de 3 ministères différents. Elle avait été édifiée, financée par les Chartreux, qui étaient théoriquement copropriétaires. Ça avait été nationalisé, cette chapelle, l'usine était restée privée, mais la chapelle avait été nationalisée par la mairie de Pont-Savoie. Et ça dépendait de 3 ministères à Paris, qui ont mis 1 an pour donner l'autorisation de démolition. Alors toute l'usine était rasée, il y avait cette chapelle. Voilà, il restait cette chapelle. Là. C'est même dommage de l'avoir détruit, mais bon, enfin. Oui, enfin bref. Écoutez, si vous me direz, hein, si un jour on veut se revoir, il n'y a pas de problème. Hein. Si un jour on veut se revoir, il n'y a pas de problème. Oui, vous donnez un traité, enfin ma mémoire, peut-être. Non, mais je ne vais pas attendre 10 ans hein, non plus. Non, mais si j'ai des questions à vous poser, par exemple, vous voyez, moi de mon côté, j'essaye de voir ce qui serait intéressant. Je vous poserai des questions pour savoir si vous pouvez répondre. Je ne peux pas plus faire vivre une époque comme mes grands-parents. Ça a marqué leur jeunesse, leur séjour à Saint-Albin, 20 ans, quoi, je crois. Ouais. Ça a marqué leur jeunesse. Ah, mais c'est sûr, oui. Non, puis je vais revoir d'autres personnes, tout ça, puis ça va faire un recoupement, tout ça, puis ça sera sympa, quoi. Ça sera pas... Et puis ça servira pour les jeunes plus tard. Et ce qui a marqué, je veux dire, quand le château était vidé de tous ces petits meubles, de tous ces objets précieux en 1911 ou 12, ça a marqué les grands-parents. Je dis bien, c'était un peu leur patrimoine, c'était tous les gens de Saint-Albin. Alors j'avais des ancêtres de Saint-Albin, ça c'était très sûr. Ils s'appelaient Perrin. Perrin, oui. Il était rentré à 14 ans comme petit valet au château. Et le marquis de l'époque, c'était la Restauration, avait pris pour porter son fusil à la chasse. Il était un marquis qui était féru de chasse, il était dingue de chasse. Pour porter son fusil. Et ce garçon s'était trouvé extrêmement doué pour trouver les traces du gibier. C'est un ancêtre légendaire. Le marquis l'a pris en très grande estime, l'a fait marier avec une femme de chambre, une fille bonne et quelconque. Et il a collé la plus belle ferme en bas de Saint-Jean, Molaron, le château de Molaron. Il était fermier là-bas du marquis. Mais il était resté complètement, le marquis lui avait communiqué son virus, dingue de la chasse. Il passait, paraît-il, une bonne partie de son temps dans les bois de Saint-Jean. Saint-Jean, oui. Saint-Jean. Et lorsqu'il voyait quelque chose d'intéressant, des traces de perdreaux, de perdrix ou de sanglier, etc. Il scellait son cheval et il venait au château où il avait ses entrées, quoi. Il avait priorité pour entrer. Et le marquis scellait son cheval, puis il avait des invités, il disait « Suivez-moi si vous voulez hein. ». Ils partaient ventre à terre avec leurs fusils pour... Cet ancêtre, on l'avait appelé Perrin la Bécasse. Bécasse, ben oui, surnom. Ça doit être le grand-père ou l'arrière-grand-père de ma grand-mère. Bon, autrement, d'où ça vient, ça, cette croix des adieux? Ah ben parce qu'il y avait la douane, pour lier. C'était la douane à cet endroit-là, croix des adieux? C'était là-bas. Ah non, parce qu'on me dit, oh, il y en a qui m'ont dit, c'est parce que le comte, il venait dire au revoir à ses invités à cet endroit-là, donc il leur disait adieu. J'ai du mal à croire quand même, on ne dit pas adieu quand on... Ah non, je crois que c'est la douane, il y a les gens qui accompagnaient des amis qui passaient en Savoie, s'arrêtaient à la douane.
Ouais, mais la douane, je la vois mal à cet endroit-là, la douane, parce qu'on est en Isère quand même. On n'est pas en Savoie, on traverse pas. Ou alors il devait y avoir Oui, mais il y avait un guet. Ah, c'était là qu'il y avait le guet alors. C'était guet au bout de la ligne Ah, droite. d'accord, oui. C'est vrai que la Croix des Endieux, oui, ah, oui, vous avez raison par rapport à. C'est ce qu'on m'a dit. Hein, Ouais, par rapport à la ferme. Oui, par rapport à la ferme sèche, oui, c'est pratiquement en face, oui, c'est vrai. Ouais. Ben oui, il fallait prendre alors la douane était installée, paraît-il. Ouais. Ah ouais, peut-être. J'ai vu qu'un document en France de Santa-Cruz. C'est les fermes, les terres que possédait le marquis de Volserre en 1849, je crois, à Boissan. Ce serait certainement, c'est un peu intéressant. Ah, il y avait Boisson, il y avait Saint-Martin, il y avait Volserre, c'était grand Volserre. Hein. Saint-Jean, non? Non, Saint-Franc. Saint-Franc, oui, Saint-Franc aussi, oui, bien sûr. Alors le deuxième frère qui paraît-il, il avait certainement promis le mariage à beaucoup de jeunes dames. Quand il s'est marié, il y a eu cette dame qui est venue réclamer quoi, j'en sais rien. Il avait vraiment promis le mariage à beaucoup de dames. Bref, il a eu Saint-Jean, les fermes de Saint-Jean, Molaron, et puis les fermes de Saint-Franc, et puis un château un peu plus haut que le village de Charaille. Avant les échelles, le village de Charaille. Sur la gauche, quand on monte sur les échelles, il y a un petit château. Peut-être, ouais. Qui appartenait au Volserre, c'était son héritage.